pandémie. Comme quoi, par exemple, pour être précis? Je donne l'exemple souvent du bâtiment et du travaux publics. Le secteur des bâtiments et travaux publics, aujourd'hui, aucun donneur d'ordre n'accepte que son chantier reste en activité dès lors qu'il y a la crise sanitaire. Parce que personne ne peut prendre le risque de réputation sur son institution de maintenir un chantier dans lequel demain on va dire la pandémie s'est développée à l'intérieur du chantier. Voilà une motivation. Et c'est dans ces cas-là, l'entreprise se retrouve du jour au lendemain avec un arrêt total de toute activité. Il n'y a plus de chantier. Le personnel est replié. Qu'est-ce que vous en faites? C'est une très grande difficulté. Dans le secteur de la pêche également, où j'ai quelques informations, il semble que les volumes d'exportation commencent à baisser. Bien sûr, les prises en mer pour la pêche artisanale, c'est quasiment impossible parce qu'une pirogue que vous affrétez, que vous armez pour aller en mer faire de la pêche, c'est beaucoup de monde. La distanciation sociale n'est pas possible. Par conséquent, là également, il faut craindre qu'il y ait de très grandes difficultés dans ces secteurs-là, aussi bien la pêche artisanale que la pêche industrielle. Est-ce que ce n'est pas cela qui justifierait ces licences que le ministre de la Pêche est en train d'octroyer? Alors, est-ce que cela peut se comprendre? Difficilement, dans une perspective simple, de dire qu'aujourd'hui, on est dans un secteur de la pêche au Sénégal qui est confronté à la rareté de la ressource. Quand on a rareté de la ressource, au moins le peu que nous avons, laissons-le aux entrepreneurs qui sont installés au Sénégal, les Sénégalais, bien entendu, pour leur permettre de continuer à développer leur activité et surtout de développer leur résilience, puisqu'aujourd'hui, le concept fort qui est en vogue depuis la pandémie, depuis l'apparition de la crise, c'est qu'il faut qu'il y ait de la résilience. Donc renforçons nos entreprises qui sont dans le secteur de la pêche. Vendre des licences à des chalutiers étrangers, chinois ou d'autres pays ne me paraît pas du tout opportun dans la période actuelle. Et s'il y avait de la ressource, pourquoi pas, mais il n'y a pas de ressources. Aujourd'hui, nos pêcheurs artisanaux se font arraisonner en Mauritanie ou dans d'autres pays. Parce qu'on n'a pas assez de ressources chez nous, on va le chercher dans les pays limitrophes. Pourquoi on va aller donner des licences à d'autres pays? Alors, terminons avec cette deuxième ordonnance du président de la République. Cela concerne les déclarations. Pour les états financiers, le dépôt est renvoyé jusqu'au mois de juin, fin juin. En revanche, pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, les déclarations doivent se faire au 30 avril, assorties également des paiements. Oui, cette mesure, comment le CIS la perçoit? On n'a pas bien compris le sens de la mesure, parce qu'il y a deux solutions. Soit les entreprises font leur dépôt d'état financier, puisque les états financiers sont le support de la déclaration d'impôt sur les sociétés. Par conséquent, déposer une déclaration d'impôt sur les sociétés sans les états financiers, ça paraît un peu compliqué. Donc, il y avait le choix de dire on ne change rien. À ce moment-là, le 30 avril, les entreprises déposent leurs états financiers et payent le deuxième acompte d'impôt, comme c'est la règle. Celles qui ne peuvent pas réellement finir la préparation de leurs états financiers pour des contraintes quelconques, demandent à avoir un report de délai, que ce soit à fin mai, à fin juin. On peut simplement leur demander de payer un acompte, mais déposer la déclaration alors que les états financiers ne sont pas prêts, ça risque d'être un peu compliqué, parce que si on dépose une déclaration sans état financier, lorsque les états financiers seront prêts, surtout s'ils doivent faire l'objet de contrôle par des professionnels, s'il y a des changements, il va falloir faire une déclaration rectificative. Donc autant faire une seule déclaration à un moment donné, à un délai donné, et puis s'en arrêter là. Par contre, je comprends le souci de l'administration fiscale de ne pas louper ce rendez-vous dans son agenda de collecte des recettes, parce que le 30 avril est une date importante. Oui. C'est la date
à laquelle les sociétés versent le deuxième tiers sur le montant de l'impôt qu'ils doivent au titre des bénéfices réalisés sur l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2019. Surtout avec un objectif d'atteindre plus de 1700 milliards de recettes fiscales. Alors, je ne sais pas si cet objectif sera toujours d'actualité. Je pense que c'est le moment de faire également des révisions. Lorsqu'on fait des exercices de prévision budgétaire et qu'on est face à des aléas aussi importants que la crise que nous vivons actuellement, qui est en train d'amener le monde économique à s'arrêter totalement, le monde tout simplement, la vie, c'est clair que nous sommes dans une situation où les prévisions budgétaires qui tablaient sur 1700 milliards de francs CFA pour l'année 2020, qui étaient basées sur la capacité du pays à produire de la richesse, à générer de la richesse, et donc à ce que l'État prenne sa part sur ces richesses générées, ces richesses créées. Il est clair que la richesse étant bloquée, la production de richesse étant arrêtée, l'État aura du mal à atteindre cet objectif de 1700 milliards. Par conséquent, il y aura également des révisions du côté de l'État. En 2019, pour le préciser, la DGID a fait autour de 1621 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche qui reçoit Mamour Fall, expert comptable, coordonnateur du comité d'urgence Covid-19 du Club des investisseurs du Sénégal. Alors Mamour, on est à la fin du mois. Est-ce qu'avec toutes ces mesures prises quand même par le gouvernement, avec cette nouvelle ordonnance, aujourd'hui le secteur privé, les entreprises peuvent assurer à leurs travailleurs leur salaire, là, tout de suite? Oui, je dirais d'une manière générale. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés en crise il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois. C'est à partir du 23 mars que la mesure de mise en place de l'état d'urgence a été prise par le chef de l'État et qu'immédiatement l'impact a commencé sur le plan économique. Donc entre le 23 mars, fin mars, les salaires ont été payés. Avril, je pense que les salaires pourront être payés sans trop de difficultés. Par contre, quel est l'horizon dans lequel nous nous projetons? Que se passera-t-il au mois de mai? Que se passera-t-il au mois de juin? La crise sanitaire, tout à l'heure vous avez rappelé les chiffres de la pandémie et les impacts sanitaires sur le Sénégal. C'est vrai que sans être encore très alarmant, il y a de quoi s'inquiéter. Ça veut dire que ce qu'on pensait avoir été relativement maîtrisé jusque-là est en train de repartir comme un foyer qui se rallume sous le vent. Pour fin avril, vous dites pas de problème, vous aurez vos salaires, mais au-delà, nous ne vous garantissons rien. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, compte tenu de la situation de crise qui impacte tout le monde, très sincèrement, il faut que les Sénégalais, les forces vives, se mettent autour d'une table, les partenaires sociaux. Il n'y a pas d'opposition entre le patronat, les employés, les salariés, pas du tout. Au contraire, la force d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout sa ressource humaine. Par conséquent, il est important, pour éviter de partir sur des schémas dispersés où chacun fait ce qu'il veut, de s'asseoir autour d'une table avec l'État pour discuter des solutions à venir, notamment pour les mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, si jamais la crise doit se prolonger. Il faut imaginer le pire et se mettre en disposition de pouvoir s'en sortir convenablement. Et à ce moment-là, pourquoi pas envisager les mesures qui sont citées dans l'ordonnance numéro 1 du chef de l'État. C'est l'ordonnance où on parle de la possibilité de recours au système des congés payés. Donc le salarié, il est payé, mais il est en repos. Même si malgré lui, il se retrouve dans une situation de prendre un congé sans pouvoir en profiter normalement, mais plutôt pour se préserver. Mais malheureusement ça, c'est contraint et forcé que nous l'accepterions d'un commun accord. La deuxième hypothèse, c'est la solution de mise en chômage technique. Et si on fait la mise en chômage technique, c'est pareil là aussi. Quel est le montant des salaires qui seront payés sectoriellement, au niveau global? Peut-être que tous les secteurs n'ont pas les mêmes capacités à supporter. Il y a véritablement une réflexion beaucoup plus profonde dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. C'est
comment s'organiser pour avoir véritablement une résilience économique au niveau de notre pays. C'est là où le bas blesse. Nous n'avons aucune capacité aujourd'hui de supporter un choc aussi grave. Justement, il y a un programme de résilience économique et sociale qui tire son financement du fonds Force Covid-19 de 1000 milliards de francs CFA. Vous êtes en train de dire peut-être que ce programme aussi de résilience doit être revu et corrigé. Il doit être plus ambitieux que ça, que 1000 milliards peut-être ne suffirait pas. Alors, quel est le fond de votre pensée? Ce n'est pas que 1000 milliards ne suffiraient pas. 1000 milliards, bien sûr, c'est une somme quand même relativement consistante. Je pense qu'il nous faut entrer en travers des lignes qui composent ces 1000 milliards parce que tout n'est pas au même niveau en termes d'impact. Quand on parle de payer la dette intérieure, c'est 300 milliards, 302 milliards précisément. Payer la dette d'un entrepreneur, c'est lui payer l'argent qu'il avait déjà engagé il y a plusieurs mois déjà. Covid-19 ou pas, c'est une dette due. Absolument. C'est la même chose pour ce qui concerne les crédits de TVA dont les instructions vont être accélérées par l'État. Le ministre a déjà pris des mesures et on a reçu déjà les circulaires concernant les procédures d'instruction des crédits de TVA. Peut-être que ça va porter sur 100-150 milliards, voire plus, mais on est déjà presque à 400-500 milliards sur un programme global de 1000 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être d'autres mesures alternatives qui devront être prises, des mesures supplémentaires qui devront être prises, qui vont aller véritablement vers du renforcement de capacités de résistance, c'est-à-dire la résilience pour les entreprises concernées, notamment en ce qui concerne l'endettement. Reporter les échéances de dette est une très bonne chose. Ça permet de passer la période dure pour une entreprise et de ne pas avoir à supporter les échéances traditionnelles alors qu'il n'y a pas d'activité. Par contre, donner à cette entreprise des moyens financiers pour s'organiser, se restructurer et se préparer à la perspective de sortie de crise, ça c'est autre chose. Et je pense que c'est un des points sur lesquels le plan force, le plan de résilience, plus exactement résilience économique, devrait être revu en concertation entre les acteurs du secteur privé et les ministres concernés pour leur permettre d'apporter la richesse de leur expérience et leur connaissance de ce qu'ils font. Il faut donner du cash aux entreprises. Beaucoup. Il en faudra... Comment ça devrait se passer? C'est bon, de manière triviale. Oui. Voilà, que l'État prenne de l'argent, l'injecte dans la trésorerie des entreprises? Alors, peut-être pas aussi directement, mais l'État a déjà pris une mesure que je salue. La dernière fois, je pense que le ministre Amadou Hott, lors de son passage dans cette émission, avait expliqué... La semaine dernière. Voilà, une des dispositions du plan de riposte, c'est justement un accès facile à une ligne de financement de 200 milliards. 200 milliards de francs CFA. Voilà. La question, c'est est-ce que c'est une garantie déjà de 70 milliards de la part de l'État jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires et passer ce niveau de chiffre d'affaires, la garantie diminue et forcément, bien sûr, ça impliquera des appréciations différentes entre la banque et les clients. À un taux de 3,5%. Ce qui est un taux très raisonnable. Oui. Ce qui est un taux très raisonnable. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette mesure va entrer en application rapidement? Est-ce que les dispositions ont été prises entre la Banque centrale, qui est quand même le garant de ces procédures, avec les banques commerciales, et à partir de quand les entreprises pourront y accéder avec des critères quand même qui devraient être allégés. On est en situation de crise, tout le monde est en situation très difficile, donc ce n'est pas le moment de demander des conditions exceptionnellement difficiles comme les banques ont l'habitude de le faire. Là, il faudra que ça soit particulièrement allégé, comme le ministre l'a annoncé. Et même y ajouter aussi le remboursement quand même. Il y a aussi des facilités. Un moratoire, un différé d'un an, un crédit remboursable sur 6 ans. Absolument. Plus maintenant, en plus de ça, le report